Bonjour à tous. Je vous propose de commencer puisque notre intervenant est là et que c'est l'heure. Donc, je ne vois pas pourquoi nous tarderions plus à commencer. Arnaud de Broca, je suis le délégué général de l'UNAFO, l'Union professionnelle du logement accompagné, et je suis ravi de vous accueillir dans cet atelier dédié à l'habitat inclusif ou plutôt à l'habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie, avec l'un des auteurs du rapport. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la semaine du logement accompagné que l'UNAFO organise depuis lundi et qui se termine demain. Vous êtes dans le dernier atelier de la journée, mais demain vous avez encore un certain nombre d'ateliers. N'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez. On peut donc commencer maintenant cet atelier. Quelques mots très très rapides en introduction sur l'habitat inclusif ou l'habitat happy, mais je laisserai Denis Pifto préciser peut-être les termes. En tout cas, pour dire que évidemment cet habitat se construit, on va dire, progressivement. Il a démarré avec la loi Elan. Il y a eu après un certain nombre un décret, des circulaires, dont le contenu n'était pas non plus complètement équivalent par rapport à la loi, notamment sur la possibilité pour les logements foyers de bénéficier du forfait de l'habitat inclusif. C'est sûrement un point sur lequel on reviendra parce qu'il y a déjà eu des questions sur le sujet et qui continue se développer, à se construire ce dispositif, puisqu'il y a eu un vote la semaine dernière, ou il y a déjà 2 semaines, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, d'un amendement déposé par le gouvernement à la suite du rapport de messieurs Pifto et Wolfram. Alors cet amendement, et je pense que Denis Pifto en parlera, il ne transcrit finalement qu'une partie du rapport qui est beaucoup plus complet, mais en tout cas, il donne une base législative et des financements et les financements qui vont avec sur la mise en œuvre de l'aide à la vie partagée, qui est une des mesures proposées par le rapport. Donc on voit, c'est un dispositif qui se construit, dans lequel vous êtes nombreux à vouloir vous impliquer, dans lequel vous êtes déjà nombreux à être impliqués. Mais donc ça nous semblait important de pouvoir échanger directement avec un des auteurs de ce rapport qui avait été commandé par les ministres pour justement contribuer à développer cette forme d'habitat. Euh, Ça va se passer de manière assez naturelle, je dirais, cet atelier. On va laisser la parole évidemment à Denis Pifto, à la fois peut-être pour présenter le rapport, présenter la philosophie du rapport plus que l'ensemble des mesures, et puis aussi peut-être parler de cet amendement, ou en tout cas de la concrétisation de ce rapport et comment ça peut évoluer aussi, et peut-être aussi évoquer le lien, les différences ou le rapport avec ce qu'on appelle le logement accompagné, avec les résidences sociales, avec les pensions de famille, puisque ça fait quand même partie effectivement de nos différents sujets. Et après, on ouvrira un temps de questions. Et Alors, je crois que c'est une réalité en mouvement. Hein, c'est une réalité en mouvement, l'habitat partagé sur le plan, je veux dire, juridique, législatif, budgétaire, et qui a, effectivement, on peut dire il y a un temps marquant qui a été la loi Elan de novembre dernier, mais enfin, en réalité, ceux d'entre vous qui portent des projets de ce type savent qu'ils ont été amenés à les bâtir dans des environnements législatifs, sous des couvertures, des statuts qui peuvent être extrêmement variables, de lieux de vie et d'accueil, de résidence sociale, effectivement, de pension de famille, de résidence d'accueil, ou même, on veut dire, on pourrait dire que, c'est pas des colocations, même d'une certaine façon, enfin, ou des résidences autonomie peuvent être regardées comme relevant d'une certaine philosophie d'habitat partagé. Enfin, il y a beaucoup de statuts possibles et et on a en perspective, donc ça c'est les lois passées en quelque sorte, et puis on a en perspective une loi future, parce que je pense que ça sera un des éléments de la loi grand âge et autonomie,
dont je serais bien incapable de dire à quel moment elle sera déposée au Parlement, mais et donc on est dans une réalité législative en mouvement, effectivement jalonnée, j'y reviendrai, par cet amendement gouvernemental glissé dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Pourquoi la sécurité sociale? Parce que c'est la loi de financement qui porte la cinquième branche du risque autonomie, et du coup c'était pas dépourvu de sens de dire que ce mouvement continue et qu'il trouve à s'arrimer par une des mesures effectivement que proposait le rapport à la création de la cinquième branche. Ce qui est très important dans la philosophie, parce qu'effectivement le rapport, je vous y renvoie, et euh, il comporte, voilà, il est assez volumineux, comporte beaucoup de mesures. Il a surtout une logique très opérationnelle, c'est-à-dire qu'il s'agissait pour nous d'identifier de manière la plus partagée possible, la plus consensuelle, les freins ressentis par les porteurs de projets. Alors, les porteurs de projets, d'ailleurs, il faut faire très attention, parce que derrière le mot porteur de projet, il y a déjà possiblement le biais qui consiste à avoir un porteur en surplomb d'un projet, alors que toute la philosophie de l'habitat partagé, c'est d'être en accompagnement d'une envie de vivre à plusieurs qui se concrétise dans un projet. Mais employons le mot porteur, si vous voulez, pour l'instant. Et donc, l'idée était bien d'identifier les freins et d'arriver à les lever. Et des freins, il y en a beaucoup. Et même regroupés par grands ensembles, on en avait quand même une bonne douzaine. Et donc, et derrière les manières de les surmonter, il y a plusieurs mesures proposées. Et au total, ça fait presque une soixantaine de déverrouillage de tous ordres, hein, juridiques, budgétaires, organisationnels, que nous proposons, que Jacques Wolfrom et moi et l'équipe des quatre rapporteurs, Laura Cripps, Joël Blondel, Claire Leplat et Jean-Paul Le Divenat, nous proposons. Et je ne vais pas vous les énumérer tous. Non. Je reviendrai sur quelques-uns qui sont, à mon avis, les vraies chevilles, enfin, les leviers, enfin, ceux qui ont le plus fort effet de levier, ceux qui si on met le coin dedans, embarquent, ont plus de chances d'embarquer le reste. Évidemment, à mes yeux, l'aide à la vie partagée, celle qui fait l'objet de l'amendement gouvernemental susceptible d'entrer en vigueur dès 2021, est au nombre, dans la soixantaine de propositions, fait partie des quelques-unes qui ont le plus fort effet de levier. D'où l'intérêt d'avoir déjà mis ce pied-là dans la porte, si j'ose dire. Bon. Mais l'image là encore est mauvaise, parce que comme l'a très bien dit Arnaud de Broca, la porte elle est déjà entrouverte. Hein. On n'a pas attendu ni cet amendement, ni même le rapport pour commencer à en faire. La philosophie qui nous a animés, et qui du coup va apporter vous donnera tout de suite l'angle de la réponse aux autres questions qui ont été posées sur le statut de logement foyer, enfin de résidence ou de pension de famille et sa compatibilité ou son insertion dans la démarche. L'angle que nous avons adopté, c'est au fond, c'est de penser qu'il n'y a pas lieu d'assigner à résidence à raison de son handicap ou de sa perte d'autonomie. Bon. Le choix de l'habitat, le choix d'un habitat doit pouvoir se faire le plus possible sans considération du handicap et de la perte d'autonomie. Pour le dire encore autrement, alors le choix d'un habitat personnel, évidemment, on habite là où on veut, mais lorsque la perte d'autonomie conduit à devoir ou faire le choix de rompre son isolement par un partage de vie avec d'autres, lorsque on fait ce choix-là, il ne faut pas que ce choix, ce désir d'un partage de vie, qui peut être d'ailleurs très modeste, quelques activités en commun, ou très intense, quasi communautaire, un partage de temps de repas, de soirées, de loisirs. Il ne faut pas qu'un choix d'un partage de vie à plusieurs ne puisse s'exercer que dans une logique d'hébergement, dans laquelle je suis le résident d'une structure qui m'accueille. Voilà. Il faut qu'on puisse rester chez soi et faire ce choix de partage de vie en restant dans une logique de logement. Voilà. Si je voulais résumer à l'extrême la philosophie sous-jacente du rapport, je dirais qu'au fond, il s'agit de permettre le logement
encore, le logement toujours. Bon, dans la lutte contre voilà, l'exclusion sociale et les situations voilà, de non de, euh, de personnes qui sont sans domicile, on sait très bien que la politique du logement d'abord, bon, autrement dit, éviter de passer par la case hébergement quand on peut et aller tout de suite à la case logement est aujourd'hui une des dynamiques très fortes de ces politiques. Au fond, là, il s'agit de dire, bah, pour le handicap, il faut qu'on en fasse au moins, le handicap, la perte d'autonomie, quelle que soit l'origine du handicap, il faut qu'on en fasse au moins autant. Il faut qu'on puisse rester dans le logement. Il faut pas que votre perte d'autonomie ne vous laisse comme seule destination possible que des logiques d'hébergement, des logiques dans lesquelles vous êtes résident, comme on est résident dans un hôtel, dans un hôpital, voilà, et qu'on est accueilli par un collectif. Ça ne l'interdit pas. Il ne s'agit pas de jeter le discrédit sur des logiques d'hébergement, sur des établissements qui sont des établissements d'hébergement. Mais il faut avoir le choix. Et le mot choix figure dans le titre du rapport, et c'est pas un hasard. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement de faire des petites unités de vie. S'il s'agissait de faire un statut pour définir des petites unités de vie, ça a déjà existé dans le passé, on peut recommencer, on passerait à côté du sujet. On confondrait le moyen et l'objectif. Bon, le fait que ce soit de petits cercles de vie, c'est un moyen, mais l'objectif, il est ailleurs. L'objectif, il est de permettre le logement, de permettre, je dirais, que une participation, une autonomie, une mutualisation des tâches, voilà, un mode de vie à plusieurs dans lequel on reste un acteur. Et du coup, ce mode de vie à plusieurs dans lequel on reste un acteur, on peut difficilement l'imaginer dans des collectifs à 30. Bon. Mais c'est la conséquence et c'est pas le but en soi. Donc le collectif à taille humaine dont les participants restent, ou sont accompagnés pour en rester les acteurs. Voilà. Parce qu'ils peuvent avoir besoin d'un accompagnement pour rester acteurs de leur projet. C'est le léger paradoxe sur lequel on vit toujours face aux pertes d'autonomie, notamment lorsque la perte d'autonomie est de type décisionnel, cognitif. Donc il faut être accompagné pour rester acteur, mais le but est toujours de rester acteur. Et du coup, ça définit beaucoup de choses. C'est-à-dire que dans le champ, par exemple, du grand âge, ce qu'il faut arriver à surmonter, c'est tout ce dont le H de EHPAD est porteur. Il ne faut pas aller vers des établissements d'hébergement. Il s'agit de rompre avec la logique d'établissement d'hébergement. Mais c'est pas vraiment une question de statut. Voilà. C'est une question de projet. C'est fondamentalement une question de projet. Alors bien sûr, quand on est locataire de droit commun d'un logement, ou propriétaire de son logement, là, le statut, je dirais, crée le mouvement d'entrée de jeu. On voit bien que le statut juridique va être un support puissant à cette logique de « je suis chez moi ». Bon, mais c'est pas un support nécessaire. On peut très bien imaginer des environnements de vie rentrant même dans des statuts quasi médico-sociaux, comme les lieux de vie et d'accueil, ou médico-sociaux, ou dans des statuts de logement-foyer, de pension de famille, qui, dès l'instant qu'ils se placent bien dans cette logique de je suis chez moi, peuvent tout à fait s'accommoder de l'appellation un peu large que précisément nous habitat inclusif, et c'est précisément pour cette raison-là. Il ne s'agit pas de recréer une boîte particulière, de dire qu'on s'inscrit dans un statut, mais dans un ensemble de qualités, voilà, un ensemble d'éléments constitutifs qui sont d'ordre qualitatif. Et nous l'avons appelé API, comme pomme d'api, API, parce que il est important d'énumérer les qualités qu'on attend de lui, beaucoup plus que de trouver un nom pour définir une boîte avec ceux qui rentreraient dans le statut et ceux qui n'y rentreraient pas. Et peuvent donc être qualifiés, pour peu qu'ils répondent à ces éléments qualitatifs, sur lesquels je vais revenir, d'habitat API, ben une résidence accueil, une pension de famille, une résidence sociale au sens plus large du terme, voire même peut-être des statuts médico-sociaux. Voilà, la question de savoir si une résidence autonomie peut être qualifiée d'API, on peut passer des heures là-dessus, mais pourquoi pas. L'important surtout, c'est de se demander quel est son projet. Est-ce qu'il y a un projet d'accompagnement? Est-ce qu'on est chez soi d'abord? Est-ce qu'on est chez soi? Et est-ce que dans ce chez soi, il y a un projet d'accompagnement des besoins de vie quotidienne qui ne seront pas forcément les mêmes d'un habitant à un autre, assuré a priori par un service d'aide à la personne éventuellement médicalisé? Donc A, est-ce qu'il y a un partage et qu'il y a aussi peut être
très variable, presque peu de choses. Au fond, bah, les limites même de partage minimum, c'est de décider que ces besoins d'aide, le A dont je parlais tout à l'heure, vont être mutualisés. On va s'arranger pour avoir le même service parce que comme ça sera plus facile et il interviendra de manière plus continue. Mais ça peut aller beaucoup plus. Ça peut être un simple béguinage avec quelques activités. Ou ça peut aller beaucoup plus loin avec une vraie vie partagée, avec des temps communs, des espaces en commun. Et le I est très important parce que ça n'a de sens tout ça que si c'est ouvert sur l'environnement de vie et que au fond le but du collectif c'est pas de se refermer sur lui-même, c'est pas d'être, je me répète, un établissement voilà, dans lequel on rentre pour obéir à un règlement intérieur, c'est un collectif qui se sent plus fort pour interagir avec son environnement parce qu'on est plusieurs, voilà, et qui prend appui sur ce cercle pour être présent dans l'environnement de vie urbain ou pas qui est le sien. Bon. Et je dis quelquefois, parce que il y a une manière de dire quelles sont les qualités qu'on attend d'un habitat qui puisse répondre à ces finalités. Je dis au fond, je dis quelquefois, il y a trois questions qu'il faut se poser quand on est confronté à un projet concret, qu'on y rentre, qu'on le visite, ou qu'on le voit dans un dossier, mais bon, c'est plus facile quand on le voit en vrai. Il y a trois questions qu'il faut se poser pour se dire est-ce qu'on est face à ce qu'on veut soutenir, au fond. Eh bien, la première, c'est est-ce que la personne, est-ce qu'on est chez soi et je dirais le bon test pour savoir si on est chez soi, c'est qui accueille qui. Lorsque des gestionnaires, des animateurs me parlent du profil des personnes accueillies, ça allume déjà un clignotant un peu, un petit clignotant rouge, si vous voulez. Si les personnes sont présentés comme accueillis, on peut se demander qui accueille qui et si c'est pas les professionnels qui sont en train d'accueillir des personnes qui sont normalement chez elles. Moi, si j'ai besoin d'une aide, d'une auxiliaire de vie qui vient chez moi, c'est pas elle qui m'accueille, c'est moi qui l'accueille. Et donc, il faut voilà que le mode de vie dans l'environnement en question ne laisse aucun doute sur qui est accueilli et qui accueille. La deuxième question qu'il faut se poser, là, pour savoir si on est vraiment face à un habitat, c'est de la mixité potentielle. Est-ce que, moi qui n'ai pas de vulnérabilité particulière, je pourrais imaginer habiter là. Bon. Alors, je ne dis pas que la mixité est une condition. Autrement dit, le fait qu'il y ait des personnes vulnérables et non vulnérables, âgées, non âgées, qu'un parent âgé puisse y venir avec son fils adulte handicapé et y habiter aussi, qu'un conjoint encore très valide d'une personne âgée, en revanche ayant de grosses pertes d'autonomie, puisse venir y habiter aussi. Je ne dis pas que c'est une condition nécessaire, mais c'est quand même un bon signe que un habitat soit ouvert à la diversité de n'importe qui, ou potentiellement ouvert, ou en tout cas qu'on s'imaginerait pas devoir faire un demi-tour et partir en courant lorsqu'on y circule. Bon. C'est un très bon test aussi de est-ce qu'on est dans un habitat happy. Et puis il y a une troisième question qui est encore plus importante et qui du coup met vraiment au cœur d'un certain nombre de nécessités de portage de ce genre de projet, c'est que justement ce soit un projet. Et que le collectif qu'on forme, ce soit le projet d'un groupe qui souhaite, même sans forcément se connaître très bien au départ, mais qui souhaite avoir le projet de vivre à plusieurs. Et on peut entrer dans un EHPAD dans lequel les soignants ont tombé la blouse, dans lequel les résidents participent à la préparation des repas, enfin, dans lequel il y a des dimensions de logement assez manifeste qui s'efforce avec très bonne, enfin, de manière très très louable d'imiter le plus possible un logement où on est chez soi. Et on se rend quand même compte que les gens qui sont là n'ont pas le projet de vivre ensemble. Il se trouve que voilà, ils ont eu le projet personnel de rentrer dans un EHPAD pour avoir un environnement soutenant, mais il n'y a pas de projet collectif à plusieurs. Bon, en tout cas, c'est pas dans les EHPAD que je connais. Et c'est ça d'ailleurs qui fait que ce projet, il peut pas être 30. Hein, il y a peu de chances qu'il soit à 30. Et cette dimension de projet, il va falloir la faire vivre dans la durée, avec la liberté qu'ont les personnes, très importante, d'aller, de venir, de déménager, quelquefois de décéder, donc d'être remplacé par d'autres. Et il faut que tous les dispositifs qu'on mettra en place permettent au projet non seulement d'évoluer parce que
avec les nouveaux arrivants, le projet forcément évolue, mais aussi que l'arrivée d'une nouvelle personne soit compatible avec le projet. Donc c'est un habitat de projet, si vous voulez. Cette dimension de projet, elle est consubstantielle de l'habitat. Là encore, on s'éloigne du modèle de l'hébergement, du modèle du simple logement foyer, dans lequel on rentre parce qu'on a quelques caractéristiques, mais dans lequel on ne rentre pas parce qu'on est là pour partager un projet. Bon. Donc ces éléments-là, réellement chez soi, euh, avec une mixité virtuelle potentielle et que l'ensemble fasse projet, c'est le cœur de transformation profonde qui doit être à l'œuvre dans l'habitat. Et du coup, c'est là qu'en fait, on débouche sur la logique du rapport. C'est pas de créer un statut, une boîte, un nouveau dispositif dans lequel on rentre parce qu'on est reconnu, remplir les conditions qui. C'est plutôt une boîte à outils. C'est quels sont, lorsque vous avez ce projet-là, qu'est-ce qui vous manque pour le réaliser? Bon, peut-être rien. Peut-être que vous avez tout. Vous avez une grande bicoque, vous êtes propriétaire, vous êtes capable, vous avez les fonds qui vous permettent d'aménager les espaces. Les personnes qui vont vous rejoindre, qui sont peut-être aussi vieillissantes comme vous, mais ont des revenus. Vous pouvez trouver un service qui va vous aider à gérer le quotidien dont vous n'avez pas envie de prendre la charge, et vous n'avez besoin de rien. Bah, vous ne demanderez rien. Bon. Et peut-être que vous avez des besoins particuliers, parce que il faudra un service assez lourd d'animation de la vie collective et vous n'avez pas les revenus qui vous permettent d'y faire face. Et alors, vous avez besoin de quelque chose que vous allez chercher peut-être dans un statut, en disant pension de famille. Bon, si ce statut vous convient et que les autorisations administratives sont au rendez-vous, faites-vous pension de famille, et c'est très bien. Et vous aurez 18 € par jour et par personne, et si ça marche comme ça, c'est tant mieux. Bon. Où vous serez lieu de vie et d'accueil, et il se trouve que le département acceptera où vous serez résidence autonomie, et le forfait autonomie vous permettra de financer votre projet. Et puis peut-être que votre projet ne collera avec aucun de ces statuts existants, et au fond, d'une certaine façon, notre rapport, c'est le bouche-trou. Hein. Mais enfin, c'est un bouche-trou qui a vocation à pouvoir s'adapter le plus possible de situations, en définissant les aides dont on a besoin. Et alors, je ne vais pas vous faire la longue liste, mais donc aide à l'ingénierie de projet, parce qu'il faut que des petits projets puissent émerger. Peut-être d'ailleurs que cette aide à l'ingénierie de projet sera parfaitement compatible avec ensuite un projet qui s'inscrit dans un statut de pension de famille, ou pas. Des aides au paiement du foncier. Alors, dans des aides, il peut y avoir des aides pour la copropriété, pour les propriétés, il peut y avoir des aides pour le locatif ordinaire. Nous avons surtout développé, compte tenu du public qui est ciblé et qui a été ciblé dans la lettre de mission, les aides au logement social. Et on voit que là aussi, puisqu'il va falloir avoir des espaces communs, qu'il va falloir un choix de projet, les mécaniques ordinaires du logement social doivent être ajustées. Elles doivent être ajustées. On ne peut pas faire fonctionner la Caléole pour quelque chose qui est un choix de projet. On ne peut pas disposer, il faut avoir le moyen de couvrir dans l'APL les surfaces communes qui peuvent, dans certains cas, les surfaces partagées à plusieurs, qui sont pas des locaux communs résidentiels, qui sont beaucoup plus que ça, qui sont des locaux mis en commun dans un logement. Il faut pouvoir les couvrir par une APL qui soit majorée, sans forcément devoir rentrer dans le statut de logement foyer, si ça n'est pas ça qui est votre projet, parce que vous entendez bien garder une certaine mixité. Bon, il vous aurait besoin aussi, possiblement, d'une personne ou d'une présence qui assure cette vie à plusieurs. Et ça, cette fonction qu'on appelle porteur du projet partagé, le mot porteur d'ailleurs n'est pas très bon, parce qu'il peut donner l'impression que là encore c'est un gestionnaire, mais voilà, le nom est lancé rétrospectivement, on appelé accompagnateur du projet partagé. Bref, ce que nous appelons la personne PPP, 3P, porteur du projet partagé, qui est au fond, c'est ce qui se met au service de ce projet collectif. Il faut pouvoir la former, définir ses fonctions, la financer, et là encore, la financer
si on en a les moyens, on la finance par ses propres moyens, il faut pouvoir définir une aide qui permet de financer ce porteur de projet partagé. Elle existe si vous êtes habitat inclusif, loi Elan, avec un forfait habitat inclusif. Elle existe si vous êtes pension de famille avec vos 16 devenus 18 euros par jour et par personne, ou résidence accueil. Si vous, pour des raisons tout à fait liées à votre projet, vous ne rentrez pas dans ces deux cases-là, le rapport dit il faut une aide à la vie partagée d'un montant comparable. Hein. Il ne s'agit pas de changer le montant, mais qui obéisse à des règles plus souples, et c'est le sens qu'on donne à l'aide à la vie partagée, et ainsi de suite. Voilà. Une boîte à outils un peu tout terrain, destinée à combler ce qui manque dans les statuts existants ou dans le logement ordinaire qui n'a pas de statut, pas d'autre statut que celui de logement ordinaire, de façon à éviter, voilà, c'est vraiment camper là-dessus avec beaucoup de force, de façon à éviter de recréer à côté des, je sais pas, 13, 14, 15 statuts qui existent déjà, le 16e, qui aurait couvert une certaine partie des besoins, mais qui n'aurait pas forcément pu anticiper tout ce qui peut se faire. Donc voilà, une volonté pour le rapport de rompre avec les logiques qui avaient jusqu'à présent additionné les statuts, de proposer toute une série d'outils, certains compatibles avec les statuts existants. Voilà, on n'a pas de raison que ce qui manque au statut existant puisse pas être complété, mais l'ensemble formant quelque chose susceptible de s'adapter à du logement ordinaire, parce que c'est quand même ça la finalité profonde du rapport. Voilà. Et pour le reste, parce que là, comme nous avons une demi-heure, je pourrais passer maintenant à la demi-heure à vous énumérer et vous détailler les différentes aides, mais bon, une demi-heure n'y suffirait pas, et je préfère avoir le temps de répondre à vos questions en vous renvoyant pour le reste aux documents. Oui, merci. Et puis le débat permettra sans doute de revenir sur peut-être sur des propositions aussi. Donc on peut effectivement entamer le débat. On est très nombreux aujourd'hui, ce qui témoigne aussi de l'intérêt pour l'habitat inclusif. Mais on était aussi très nombreux à l'atelier précédent sur les différentes formes de logement pour les personnes âgées précaires. Ce qui témoigne évidemment l'intérêt de notre réseau et même au-delà, puisque participent, et je les en remercie, au-delà de nos adhérents, beaucoup d'autres acteurs. Est-ce qu'il y a des questions des personnes qui souhaitent poser des questions? Donc je vous rappelle, il suffit, c'est à côté de votre nom, il y a une petite main, il suffit de cliquer dessus, comme ça je le vois, ou d'envoyer un message sur le chat. Peut-être avant que ça vienne, moi j'en avais un peu une parce que enfin je comprends bien la philosophie du rapport qui est de dire finalement on crée pas un dispositif, on est dans un bouche-trou, je reprends l'expression parce que c'est je sais pas si mais bon elle a été utilisée. Elle est peut-être pas très bonne, j'aurais pas très réalisé bonne, que mais j'étais bon filmé. Mais voilà, un tout-terrain, une boîte à outils, voilà. Et en même temps, est-ce que du dans coup, la philosophie, les outils, on prend ceux dont on a besoin, et pas forcément tous à la fois. Hein. mais est-ce que la transposition est-ce que cette philosophie d'un rapport est compatible avec une application sur le terrain et quand même en France on est quand même très en silo, dispositif et on le voit. Enfin, c'est vrai que nous une des questions qu'on se pose dans le logement accompagné, dans les résidences sociales où on est du logement, enfin c'est du logement, donc se pose aussi la question du financement et de l'accès à l'aide à la vie partagée. De ce que vous dites, si on remplit les différents critères, on pourrait rentrer dedans. Mais on voit que c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, comment on passe à mon avis, d'une vision d'un rapport qui veut justement peut-être être différent, casser un peu les codes, casser les dispositifs, à une nécessité sur le terrain d'appliquer, d'avoir des interlocuteurs en silo, d'appliquer et peut-être. Enfin, je pense que c'est sûrement là-dessus que l'application peut-être risque d'être compliquée. Enfin, ou en tout cas le rapport peut-être risque d'être un peu dénaturé. Ou est-ce que vous ne craignez pas du tout ce risque? Le but du rapport, les auteurs d'un rapport, vous savez, ils ont l'habitude en général, ils voient rarement leurs propositions suivies, enfin en tout cas, voilà, et puis ils sont pas propriétaires de leurs propositions. Ce qui nous semblait important, nous ne donnons pas la décision, mais c'était de faire des propositions qui soient intimement en phase avec ce dont sont porteurs aujourd'hui
toutes les réalisations qui expriment cette volonté d'être chez soi et d'avoir une vie partagée à plusieurs, qui soit un projet à plusieurs. Voilà. Et donc, alors, est-ce il fallait évidemment trouver une passe qui qui rende les propositions administrativement soutenables. Et vous avez raison, Arnaud, de rappeler que si on avait voulu privilégier la soutenabilité administrative, il fallait certainement pas créer une nouvelle prestation. Il fallait certainement dire qu'on allait faire une catégorie, qu'il suffisait de faire une catégorie nouvelle de logement foyer, ou de voilà. Et voilà. Et on mettait une personne morale, une collectivité territoriale ou une ARS ou l'État, responsable de l'ensemble avec son budget. Bon. Il nous a semblé que voilà, là pour le coup, ces éléments-là respecteraient les logiques administratives à l'œuvre, mais dénatureraient totalement ce que précisément on souhaitait créer comme mouvement. Voilà. Donc c'est l'équilibre que nous avons recherché. Je crois que, à la vérité, euh, la vraie difficulté, je vais vous dire, ça va être d'être en capacité de constituer progressivement le corpus de ce que signifie un porteur d'un projet qui n'est pas le projet du porteur. C'est quoi être personne 3P? C'est quoi en termes de formation, en termes de compétences attendues, en termes de vigilance à avoir, en termes de contrôle à opérer, en termes de financement. Bon. Bien sûr, il y a des tas d'autres éléments liés à des flexibilités à trouver dans la réglementation du logement social, permettre de l'habitat sur place de salariés sous forme de logement de fonction, assouplir les conditions d'attribution de l'APL, modifier les conditions d'attribution de subventions des prêts aidés, etc. Il y a des tas d'éléments. Mais je pense que le cœur l'enjeu du succès ou de l'échec de ce que sera l'habitat partagé, c'est est-ce que cette fonction, est-ce qu'on est capable de donner du corps à cette fonction de personne 3P, bon, qui est un peu comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir, ce que tous les porteurs aujourd'hui, tous les accompagnateurs de ce type de projet sont déjà. Ils le sont, quelle que soit leur origine, qu'ils viennent plutôt du monde du service d'aide à la personne médico-social, du monde du logement social, de l'accompagnement résidence sociale. Bon, il y a plusieurs origines. Il faut arriver à consolider tout ça dans un corpus professionnel qui est entièrement à bâtir et à bâtir à plusieurs. C'est-à-dire que je crois qu'on rentre dans une période qui est potentiellement passionnante de quelques années. Je dis quelques années parce qu'il faut fixer un ordre de grandeur. Je pense que dans 4 ans, ça peut être peut-être plus long, mais qui est une période dans laquelle il va falloir que se consolide, que se cristallise un certain nombre d'éléments constitutifs de ce métier nouveau. Merci. Alors, on a 2 demandes de questions ou de prise de parole. C'est pas forcément des questions, des réactions, des remontées de terrain, peut-être, je ne sais pas. Guillaume Brugidou, je te laisse commencer et te présenter Bonjour. aussi. Guillaume Brugidou, délégué général de l'association Alfie, du pôle HLM Arcadive. J'avais une question. Alors c'est vrai que là-dessus, j'ai bien compris que la question, et c'est vraiment pour moi le sujet de fond sur qui accueille, et l'élément important par rapport, j'allais dire, à l'esprit et à la philosophie du projet. Et donc, vous orientez la possibilité, effectivement, notamment des pensions de famille que vous évoquez plusieurs fois, et qui est pour moi, effectivement, et la définition, effectivement, de l'habitat inclusif dans son mode de fonctionnement. Et j'y vois beaucoup de points communs et d'intérêts de faire, j'allais dire, d'adapter ce modèle économique et cet état d'esprit en étant vigilant quand même sur la question de qui accueille. Et c'est vrai qu'en tant que professionnel, c'est une question de mon point de vue de fond. Mais on est en France, la puissance publique et nos modes de fonctionnement aiment bien fonctionner par statut ou par boîte, comme et c'était un des écueils ou un des risques effectivement possibles pour
la difficulté de rentrer dans cet état d'esprit que vous avez présenté. Mais toutefois, est-ce que on pourrait imaginer, ou est-ce que les contacts que vous avez eus avec l'administration pourraient nous permettre de réfléchir et de modéliser un projet tout en étant vigilant sur la question effectivement de qui accueille, d'une orientation qui serait un modèle économique et un mode qui ressemblerait aux pensions de famille, avec, comme vous l'avez évoqué, la question du prix de journée. Oui. Merci, c'est une question très claire. Est-ce que, Arnaud, est-ce que vous voulez que je prenne plusieurs questions Alors peut-être plusieurs, ça permettra de ça répondre. dépend un peu de ce qu'il y a. Oui, s'il y a d'autres questions. L'essentiel, c'était noté pour pouvoir y répondre. Il y en a déjà dans le chat sur, on peut aussi commencer par celle-là, et après j'ai bien vu qu'il y en avait d'autres personnes qui voulaient prendre la parole. Dans le chat, finalement, sur la garantie du financement au-delà de 2021, puisque le PLFSS est sur 2021, quid d'après. Enfin bon, ça, je sais pas si vous pourrez répondre sur le financement à long terme, mais en tout cas, c'est quand même la question de la pluralité des financements et finalement de la pérennisation de ces dispositifs. Et puis peut-être revenir un peu aussi sur l'amendement qui a été voté, et notamment qui fait allusion à des départements volontaires. Finalement, comment ça va se mettre en place concrètement sur le terrain. Peut-être vous pouvez déjà répondre à cet ensemble, et puis on reprendra après. Il y a deux prises de parole après. D'accord. Alors du coup, je vais reprendre ça un peu dans l'ordre et répondre tout de suite à la question, répondre, donner la manière, réagir plutôt que répondre, parce que j'ai pas réponse à tout, mais réagir à la remarque que je crois tout à fait pertinente de Guillaume Brigidou. Si vous voulez, je suis lucide aussi, comme vous. C'est-à-dire que je sais très bien que pour des financeurs, disposer de quelques statuts repères dans lesquels ils arrivent à faire des cadres, au fond, dans lesquels ils arrivent à faire rentrer un projet qu'on vient leur proposer, et c'est pour à la fois sécurisant, ça accélère l'examen du dossier, et donc il n'y a aucune raison d'exclure, par principe, que avec l'expérience, certains modèles un peu récurrents puissent trouver des formes un peu standardisées qui faciliteront l'examen par les administrations. Alors, évidemment, bien sûr, si ce modèle, c'est un qui existe déjà, on ne va pas l'inventer. Si c'est un modèle de type pension de famille, c'est-à-dire un logement foyer, mais dans lequel on définirait les conditions, les conditions d'accès et les orientations, par exemple, que les orientations ne relèvent pas du SIAO, mais d'une discussion avec la personne 3P, bref, dans lequel on ajuste un peu les choses de façon à ce que ça corresponde au modèle, ou dans lequel on puisse faire exploser le plafond de 18 € par jour et par personne, parce que sur la densité particulière de vie partagée, et voilà, il y a quelque chose à financer. Voilà, c'est pas une seule personne qu'il faut financer, c'est plutôt deux. Bon, et ainsi de suite. Donc que progressivement certaines formes un peu récurrentes puissent venir se consolider dans des cadres qui faciliteront ensuite l'examen de tous les projets qui leur ressemblent, pourquoi pas. Bon. Mais voilà, il faut que le cadre soit la résultante d'une expérience acquise et confirmée et convergente de plusieurs projets qu'on a eu à financer, et pas l'inverse. Bon. Voilà. Donc il y aura, je pense, et ça c'est un des grands enjeux de la loi d'après. Je vous ai dit, il y a une loi d'avant, c'est la loi Elan de 2018, qui est quand même le premier temps. Il y a une loi d'après qui est la loi grand âge et autonomie. Je dis d'ailleurs tout de suite que dans mon esprit, l'habitat partagé, c'est pas uniquement les personnes âgées et les personnes handicapées. D'ailleurs, je vous ai dit, pour moi, c'est même pas uniquement des personnes vulnérables. Bon, mais il y a d'autres vulnérabilités, notamment liées à la grande exclusion sociale, qui pourraient très bien y rentrer, qui de fait y rentrent aussi, vous le savez. Et donc, peut-être que la loi grand âge et autonomie n'est elle-même pas le dernier mot. Bon, et puis il y a la loi de maintenant, l'amendement en question, sur lequel je vais revenir sur l'AVP. Mais tout ce qui est dit sur
l'évolution possible de certains cadres existants pour pouvoir déjà embarquer des projets qui aujourd'hui ne trouvent pas preneur, c'est tout à fait, ça fait partie de ce que le rapport n'exclut pas. Simplement, il est très important de garder à l'esprit une philosophie qui permette de s'adresser à des projets qui n'entrent dans aucun cas. Voilà, c'est ça la clé de la clé. Alors sur l'amendement proprement dit, il a le mérite, je dirais, de ne pas briser une dynamique. Bon, est-ce que et donc de permettre une entrée en vigueur immédiate d'une aide à la vie partagée qui n'est pas donnée sur appel à projet pour une durée de 3 ans, mais qui s'inscrit dans un règlement départemental d'aide sociale, donc comme une aide voilà, qui a une existence pérenne, réglementaire, durable, et qui est attribué, c'est ainsi que l'amendement est rédigé, qui est attribué à toute personne qui rentre dans un logement pour lequel il y a eu une convention entre le porteur de projet, la personne 3P, et le partenaire. Donc il y a une convention pour ce logement, un peu comme il y a une convention entre un bailleur et l'État ou le financeur, le délégataire de l'aide à la pierre, une convention APL pour un logement pour bénéficier de l'APL. Donc de la même manière que pour un logement pour bénéficier de l'APL, on a une convention entre le financeur et le gestionnaire, le loueur, le bailleur du logement, la mécanique de l'amendement, c'est ça. C'est pour un logement donné, mais avec du coup des espaces, il y a une convention entre la personne 3P et le financeur de cette aide, qui est le département, pour le logement en question. Et toute personne qui rentre, dès l'instant qu'elle a rempli les conditions de revenus qui justifient qu'on l'aide, parce que si elle a si elle a des ressources importantes, c'est comme pour l'APL, il n'y a pas de raison de l'accompagner, mais toute personne qui y rentre a droit à une AVP. Donc ça, c'est la mécanique qui est proposée. Et le levier financier ou l'incitatif financier, c'est de dire, et du coup, ce n'est pas propre à l'année 2021, c'est dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, parce que c'est un support législatif commode, mais c'est une disposition qui sera dans le règlement départemental d'aide sociale tant qu'elle y sera. Bon. Et le starter, au fond, l'incitatif financier, c'est que la CNSA couvre les dépenses des départements, donc les dépenses de cette aide à la vie partagée, à hauteur d'au moins 80%, chaque fois qu'une convention de ce type est signée, enfin pour les conventions de ce type qui sont signées avant la fin 2022. Bon. Et il les couvrira, le texte est extrêmement clair, couvrira les dépenses des départements aussi longtemps que la convention et ses renouvellements successifs vivront. Autrement dit, il ne s'agit pas de financer les départements jusqu'en 2022, il s'agit de financer pour la durée des projets tous les projets qui auront démarré, enfin dont la convention aura été signée avant la fin 2022. Donc c'est un mouvement extrêmement puissant, avec comme inconvénient tout à fait clair que, comme inconvénient que son cadre du coup est très conventionnel et entièrement à construire, avec comme force que ça démarre tout de suite. Bon. S'il avait fallu penser une aide à la vie partagée définie par un décret, des arrêtés, on courait d'abord le risque d'écrire quelque chose qui n'était pas adaptable à une grande diversité de situations, et surtout, on perdait encore au moins 6 mois, voire plus d'1 an. Voilà. Donc, je ne sais pas si l'amendement tel qu'il est le dernier mot de la formulation de l'aide à la vie partagée. Peut-être qu'un jour, l'aide à la vie partagée trouvera un autre support que les règlements départementaux d'aide sociale. C'est un amendement destiné à permettre aussi à ce type de projet de connaître un essor rapide dans les 2 ans qui viennent. Voilà. C'est un amendement destiné à donner une capacité, une taille critique à ces projets qui justifie que leur accompagnement global soit réellement pensé dans la loi grand âge et autonomie. Aujourd'hui, il y a trop peu de projets encore pour qu'on puisse véritablement y voir une masse de manœuvre de nature à justifier une place importante dans la loi grand âge. L'enjeu, c'est que cet amendement permette un élan rapide et dont les départements doivent pouvoir se saisir. Très bien, merci de ces précisions. On va pouvoir passer la parole à Hervé Andriot, pardon. Oui, bonjour, Hervé Andriot, Société Inclusive. Merci, Monsieur Pifto, pour ce rapport.
à mon avis, c'est un des plus difficiles parmi ceux de la loi grand âge, parce que la question, c'est un petit logement, mais avec beaucoup de questions derrière. Moi, ce que j'apprécie, c'est dans votre rapport, c'est que vous avez voulu préserver la notion de souveraineté. Souveraineté, pour moi, c'est très important. J'ai travaillé pendant 15 ans dans les EHPAD, et effectivement, dans les EHPAD, ce qui nous manque, c'est ça, et on court après. Et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que on trouve des logements qui font en sorte que la personne reste le patron de sa propre vie. Donc ça, c'est vraiment une grande réussite de votre projet. J'ai des interrogations sur la notion de projet commun. Je pense qu'effectivement, avec du co-développement, on pourrait faire des choses très importantes, enfin des belles choses pour pouvoir faire en sorte que tout le monde se retrouve autour d'une même idée. Néanmoins, bien comme on le sait, dans le temps, cette notion de projet elle se dilue forcément un petit peu, puisque quand les gens partent, il faut retrouver d'autres personnes qui viennent habiter le lieu, et dans ce cadre-là, les personnes adhèrent à un projet qu'elles n'ont pas porté elles-mêmes. Et donc, cette notion de projet, pour moi, est un peu un maillon faible, un peu fragile dans le dispositif. Au-delà de ça, moi j'ai une interrogation qui porte sur la population accueillie. Je suis très heureux et ça me paraît tout à fait logique que ce soit d'abord de l'habitat social qui soit envisagé par vous, parce que déjà en pratique actuellement c'est le type de logement que l'on trouve, et aussi parce que je pense qu'il faut d'abord penser à ces populations et aussi aux difficultés des bailleurs sociaux pour pouvoir sortir d'impasse dans lesquelles ils se trouvent actuellement avec une population senior. Donc ça c'est très bien. Par contre, ça m'ennuie parce que quand on dit inclusif, pour moi, le mieux c'est quand même de réussir à brasser le maximum de population. Donc au-delà de ça, ça serait quel modèle aurait-on pu imaginer pour pouvoir accueillir au sein d'un même habitat de l'habitat social et puis des gens qui ne relèvent pas de l'habitat social, donc qui ont des salaires supérieurs à 31 000 euros, grosso modo, déclarés par an. Et si on n'y arrive pas, au moins se dire, tant pis, on va faire une scission entre les deux populations, ce qui est très dommage. Mais moi, je connais aussi des gens qui gagnent plus de 31 000 euros dans leur foyer par an et qui ont envie de se lancer dans ce genre d'aventure. Et elles n'ont rien pour elles parce que la résidence-service, avec la loi telle qu'elle est conçue, ne leur permet pas de créer ce genre d'habitat, ne serait-ce que parce que les services non individualisables que la résidence-service peut facturer ne permettent pas d'organiser une vie sociale payée par la communauté, on va dire. Donc, moi, je conçois qu'évidemment, les personnes qui ont des moyens ne bénéficient pas forcément des mêmes aides que celles qui n'en ont pas pour pouvoir habiter ce genre de logement. Mais je crois qu'une limite de votre rapport, c'est que il n'apporte pas de solution pour mixer ces différentes populations au sein d'un même lieu. Merci. On va reprendre d'autres questions comme tout à l'heure. Donc il y a Sonia Arrojo qui souhaitait intervenir. Oui, bonjour, Sonia Arrojo de la FLS, la Fondation pour le logement social. Merci, Monsieur Pusteau, pour cette intervention et merci surtout pour le rapport qui est très inspirant pour tout notre réseau de maisons de vie et de partage. Il y a quelques questions qui émergent suite au rapport et puis suite à cette intervention. Ce qu'on voit avec l'aide à la vie partagée, c'est qu'elle va arriver très rapidement. Mais comment est pensée la transition entre le forfait habitat inclusif et l'aide à la vie partagée, puisque nous, dans nos maisons ouvertes, beaucoup des porteurs de projets, ce que vous appelez la personne 3P, beaucoup de nos porteurs de projets se sont mobilisés pour avoir ce forfait-là. Donc, quelle transition vous voyez vers l'aide à la vie partagée ? Et j'entends aussi ce modèle de convention. Du coup, est-ce que vous avez en tête des modèles qui commencent à émerger? Et puis, est-ce que vous avez en tête les contreparties qui vont apparaître de cet nouveau type de convention avec la mise en place de l'aide à la vie partagée? Et une deuxième question qui fait écho à l'intervenant précédent, c'est que pour les bailleurs comme nous,
Nous, on porte l'investissement dans ce type d'habitat partagé sur plusieurs territoires, sur plusieurs régions. Est-ce qu'il y aurait la piste d'un agrément interrégional ou d'un agrément spécifique à l'habitat API? Je sais que c'est pas la question essentielle du rapport, mais est-ce qu'il y a eu des pistes ou est-ce que vous avez des pistes sur ce sujet? Merci beaucoup. Alors, dans chaque intervention, il y avait plusieurs questions, mais je vais en rajouter une parce que je sais pas si on aura le temps de refaire un tour après, qui est sur le chat, qui est la question posée, qui est quelle perspective pour l'évolution de l'arrêté sur l'habitat inclusif concernant les garanties de participation des habitants, qui est une autre question qui est posée. Denis Piveteau, je vous laisse répondre à toutes ces questions. Pas répondre ou réagir, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Répondre, réagir, enfin, répondre quand c'est dans mon ressort. Vous avez compris que pour nous, la mixité est essentielle, et elle est essentielle parce que c'est la philosophie fondamentale, parce que c'est aussi, comment dire, c'est aussi, et ça me permet de commencer déjà une réponse aux autres questions, c'est aussi comme ça que se pensera le mieux la fonction de la personne dite 3P. De cette fonction qui peut d'ailleurs être portée par la personne qui par ailleurs assure aussi le service d'aide à la vie quotidienne, mais qui est une fonction distincte, qui est l'accompagnement du projet à plusieurs, l'accompagnement dans la durée, et le fait que ce projet ne se dénature pas, est à la fois suffisamment souple pour s'adapter aux nouveaux arrivants, mais suffisamment qui garde sa nature de projet, autrement dit, de participation active des nouveaux arrivants à quelque chose qui les implique. Et c'est que je pense qu'une des clés de l'avenir sera la structuration d'un corpus professionnel solide, voire même de réseau. J'ai pas peur du tout de l'idée que des opérateurs de taille nationale puissent être personnes 3P en ayant des projets un peu partout sur le territoire, sous la réserve bien sûr que il ne faut pas que ça empêche localement des groupes de se structurer en associations locales et de porter leurs propres projets en se définissant comme tels. Mais le fait qu'il y ait une certaine taille critique qui permette à de porter de manière d'accompagner, donc en personne 3P, beaucoup de projets, me semble plutôt une évolution à envisager, enfin une bonne évolution. Sous la réserve que ça n'aboutisse pas à une captation, là encore, à une espèce d'établissement ou de pseudo-établissement qui capte les résidents et leur impose un certain type de vie. Et pour ça, la mixité est importante. C'est-à-dire que ce qui fait qu'un habitant potentiellement vulnérable la capacité de ne pas se faire imposer des rythmes de vie qui ne sont pas collectifs, qui ne sont pas les siens ou qui ne sont pas collectivement ceux du groupe auquel il appartient, eh ben c'est peut-être qu'on sait l'accompagner dans sa capacité à le dire. C'est aussi qu'il est environné d'un parent, d'un autre cohabitant qui lui n'a pas les vulnérabilités sur lesquelles on pourrait, voilà, un gestionnaire trop interventionniste pourrait peser, et qui jouera pleinement comme un locataire ordinaire ou comme un habitant ordinaire son rôle d'habitant. Autrement dit, le fait qu'il y ait une mixité, c'est une des conditions pour que l'ensemble du groupe reste porteur du projet. Alors que si on recrée des groupes où il n'y a que des personnes ayant un handicap, une déficience ou des difficultés cognitives ou physiques importantes, ils se retrouvent assez inévitablement dans une situation de subordination qui risque, voilà, sauf à ce que la personne 3P soit vraiment excellente et toujours à l'écoute, qui risque de reproduire tous les défauts dont on veut sortir. Voilà. Donc la mixité pour nous est importante. Alors Hervé Andrieux a raison de dire que on se heurte, lorsqu'on sort, qu'on va au-delà du plafond PLS, qui englobe quand même, voilà, qui est quand même assez important. Mais au-delà du plafond PLS, on a du mal à avoir une opération immobilière dans laquelle on va mêler au sein d'un même ensemble du logement intermédiaire et puis du PLS, du PLAI, du PLUS. Donc ça, il y a là effectivement encore des zones de frottement. Ce que nous faisons déjà dans le rapport, c'est
de proposer des outils qui permettent au moins de ne pas catégoriser les surfaces en question, lorsqu'elles font partie d'un même habitat partagé, sous les plafonds spécifiques du PLAI, du PLUS, du PLS. Voilà. On propose un pré-panier qui, croyons-nous, aura pour mérite de permettre de la fluidité de remplacement des habitants dès l'instant que une certaine proportion d'entre eux continue de respecter certains plafonds. Et donc de faciliter ce renouvellement des habitants, de le rendre plus flexible qu'il ne l'est aujourd'hui où ce sont des surfaces très spécifiques qui sont destinées à des plafonds de revenus et des plafonds de loyer très spécifiques. Donc on est sur un premier temps de flexibilité, on n'a pas encore toutes les flexibilités, mais je dirais, je suis assez confiant sur le fait que il faut penser ce système comme un système dynamique, comme un système dans lequel on crée le mouvement en marchant. On n'a pas le dispositif complet d'entrée de jeu. Sur les agréments, il n'y a pas d'idée du tout qu'une personne 3P ait besoin d'être agréée. Hein. Je crois que nous ne sommes absolument pas sur cette idée-là. Ne serait-ce d'ailleurs que parce que ce qui va être agréé d'une façon, mais le mot n'est pas bon, c'est que son projet sera financé. C'est-à-dire qu'il y aura une convention, c'est l'amendement qui va être adopté, qui est en cours d'adoption, c'est qu'il y aura une convention qui, pour cette personne, pour ce projet et pour ce département, lira l'ensemble et aura pour conséquence que la personne et son projet sont reconnus dans la durée avec une convention potentiellement renouvelable très longtemps. Bon. Donc ça, oui, il y a un projet qui a une reconnaissance administrative. Mais la personne elle-même, pour l'instant, n'a pas besoin d'avoir un agrément préalable. Et la seule chose que nous souhaitons, c'est que ces réalisations successives, cette capacité qu'on a eue de se faire reconnaître dans un projet par un département, puisse être progressivement capitalisée. Et qu'un autre département puisse voir arriver cette personne en tenant compte, je dirais, de son pressbook, de tout ce qu'elle a su déjà faire et de la capacité qu'elle a eue de démontrer ses précédentes réalisations. Et donc, nous sommes plutôt dans l'idée d'un label qui permette, c'est le sens de la proposition du rapport, qui permet de capitaliser progressivement un savoir-faire reconnu. Est-ce que dans 5 ans, 10 ans, on en saura sur ce qu'on attend d'une personne 3P pour créer des référentiels professionnels opposables, voire même un agrément? Peut-être. Peut-être qu'on estimera qu'il est nécessaire de sécuriser le dispositif avec un agrément. Mais j'insiste, la seule proposition du rapport et le seul effet de l'amendement qui vient d'être voté, qui est en cours d'adoption, c'est que c'est projet par projet que la reconnaissance se fait de la personne 3P qui le porte et du projet lui-même. Voilà, j'espère pas oublier. Alors les modèles de convention, oui. Je vais terminer là-dessus. Ce qui est prévu aussi dans cet amendement, qui du coup déjà est porteur de pas mal de choses, hein, c'est que les conventions, les départements ne sont pas laissés comme ça à leur arbitraire dans les conditions qu'ils vont mettre à ces conventions. Plus exactement, ils ont la liberté de les penser comme ils veulent avec la personne 3P avec laquelle ils sont en dialogue, mais la CNSA est là pour couvrir leurs frais. Et elle ne couvrira pas leurs frais à n'importe quelle condition. Autrement dit, c'est par le biais de l'aide nationale que la CNSA apporte qu'une harmonisation nationale doit s'installer. Et la CNSA n'est pas simplement là pour créer des cadres qui définissent les conditions de sa contribution. Elle est aussi là pour apporter, comme le disait Madame Arrojo, le suggérait Madame Arrojo, pour apporter des outils, des modèles types dont les départements s'inspireront ou pas, mais qui permettront d'entrer assez vite dans un processus de conventionnement. Très bien, merci. On est arrivé au terme de l'heure et de toute manière, visiblement, il n'y a pas d'autres questions, mais on pourra y revenir sous un autre format, d'une autre manière. En tout cas, merci beaucoup, Denis Pifto, d'être intervenu, d'avoir présenté la philosophie du rapport, mais aussi d'avoir inscrit certainement cette évolution dans une perspective. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. On est à un moment donné, mais de la construction. Il y a le avant, il y a le pendant, et il y aura le après, évidemment. Donc, on aura forcément l'occasion collectivement, donc ici, entre personnes qui représentent davantage peut-être les
les gestionnaires, les porteurs de projets, et puis aussi sans doute avec d'autres acteurs, puisqu'on Oui. voit bien que c'est la nécessité de travailler tous ensemble. Vous vouliez rajouter quelque chose? Si vous me permettez, merci Arnaud, un mot. Je crois qu'il y a vraiment à travailler, et alors l'UNAFO peut être l'interlocuteur de grands acteurs comme la FEAP, à travailler avec l'environnement, l'écosystème sanitaire et médico-social qu'il faut pouvoir mettre en place autour de projets qui ne peuvent pas porter ça par eux-mêmes. Et je pense que voilà, le groupe que vous formez est, de ce point de vue, voilà, appelé à des interactions fortes avec de grands acteurs, de grandes fédérations du champ sanitaire et médico-social. Ben voilà, ça me semble une très bonne conclusion. On va pas en chercher une autre. Écoutez, merci à tous d'avoir participé. Je vous rappelle que on est dans le cadre d'une semaine du logement accompagné. Donc demain, vous avez encore un certain nombre d'ateliers. Renseignez-vous sur notre site internet, sur les pensions de famille, sur les foyers de jeunes travailleurs, sur les modalités de financement, sur les questions de ressources humaines, sur l'accès aux droits aussi. Donc n'hésitez pas à vous connecter demain. Merci à tous. Merci encore Denis Pifto et à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.